L'Union européenne s'apprête à adopter un règlement susceptible d'imposer une technologie capable d'analyser nos échanges en ligne, y compris sur nos messageries chiffrées. Oui, vous avez bien entendu, l'une des garanties les plus fondamentales de notre vie numérique est menacée. L'heure est grave et il est important que vous soyez informés de ce qui se joue. Certains diront peut-être que cette vidéo est alarmiste, mais les documents de la Commission européenne que j'ai consultés sont clairs. Ce qui se prépare à Bruxelles pourrait redéfinir, ou plutôt détruire, l'avenir numérique de l'Europe. Notre vie privée et nos communications les plus personnelles sont en jeu. En Suisse, une loi veut déjà imposer la conservation généralisée des métadonnées. Au Royaume-Uni, un système de vérification d'âge oblige progressivement chaque citoyen à s'identifier pour accéder à certains contenus. Et un bras de fer oppose Londres à Apple au sujet du chiffrement. Chaque jour, des petits bouts de liberté disparaissent, des mesures ponctuelles présentées comme indispensables qui participent d'un même mouvement de contrôle numérique croissant. Aujourd'hui, l'Union européenne passe à la vitesse supérieure, avec un projet de surveillance de masse inédit, dissimulé sous les habits rassurants de la protection de l'enfance. Il s'agit de Chat Control et de la feuille de route pour un accès légal aux données. Deux intitulés qui masquent une ambition politique claire. Scanner, analyser et potentiellement déchiffrer l'intégralité de nos communications privées, messages, photos, vidéos, conversations intimes, tout pourrait être passé au crible d'algorithmes opaques conçus par des entreprises privées et utilisés par des agences de surveillance. L'argument avancé est imparable, la lutte contre la pédocriminalité. Mais si l'on accepte aujourd'hui ce dispositif pour protéger les enfants, qu'en sera-t-il demain? La lutte contre le terrorisme poussera le curseur encore plus loin, puis ce sera au prétexte de la fraude, du cyberharcèlement et petit à petit de la contestation politique. Qui nous garantira que cette machine, une fois en place, ne servira pas à censurer? Officiellement, l'objectif est de lutter contre la diffusion de contenus pédopornographiques, les CSAM, Child Sexual Abuse Material. Mais la méthode interroge profondément. Toutes les plateformes de messagerie, y compris celles chiffrées de bout en bout comme Signal, WhatsApp, Telegram, iMessage ou ProtonMail, seraient contraintes de scanner automatiquement les messages privés de leurs utilisateurs. Ce projet ne sort pas de nulle part. En 2020, une communication de la Commission européenne portée par la commissaire aux affaires intérieures, Ylva Johansson, en posait les premières pierres. Derrière elle, Europol et des ONG spécialisées comme Thorn, ainsi que des entreprises privées développant les outils de détection tels que PhotoDNA ou Safer. Après plusieurs consultations, le texte est officiellement proposé en mai 2022. Depuis sa relance, est activement soutenu par des États influents, la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Pologne. Le vote final est attendu fin 2025 ou début 2026. Et attention, il s'agit d'un règlement européen, l'instrument juridique le plus puissant et contraignant du droit de l'Union. Une fois adopté, il s'appliquera directement dans tous les États membres, sans marge d'interprétation, même là où la Constitution protège explicitement le secret des correspondances ou le droit au chiffrement. Derrière l'argument consensuel de la protection de l'enfance, Chat Control introduit un basculement technologique majeur, le Client-Side Scanning. Vos appareils deviennent des outils de surveillance actifs en continu avant même le chiffrement. Contrairement à une interception judiciaire, une écoute téléphonique, ciblée et autorisée par un juge, chaque message est analysé, chaque citoyen est par défaut traité comme un suspect potentiel, c'est l'inversion de la présomption d'innocence. Concrètement, avant l'envoi, le message, que ce soit texte, image ou vidéo, est comparé localement, donc dans votre téléphone, à des bases d'empreintes de contenu pédopornographique connus. Puis intervient une seconde couche, des algorithmes d'intelligence artificielle chargés de détecter le grooming. C'est les tentatives de contact d'adultes avec des mineurs ou également la présence de nouvelles images problématiques. En clair, des machines décident si une photo de vacances en famille est douteuse ou si une discussion d'adolescents contient un signal d'alerte. Le signalement part alors automatiquement aux autorités sans intervention humaine ni contexte. Imaginez qu'un algorithme mal entraîné fasse de vous un suspect sur la base d'une image mal interprétée ou d'un message sorti de son contexte. L'ampleur du dispositif est vertigineuse. Aucune application de messagerie opérant en Europe n'y échapperait. Même celles qui garantissent aujourd'hui un chiffrement fort seraient soumises au scan, l'analyse intervenant avant le chiffrement. En conséquence, chaque communication est inspectée avant son envoi, même si elle demeure techniquement chiffrée durant le transport. Ce qui rend l'architecture encore plus perverse, c'est son habillage. Les promoteurs soutiennent que l'examen étant local, votre vie privée est préservée. Or, comme je l'ai déjà souligné, installer un programme de surveillance directement sur votre téléphone ne rend pas ce contrôle plus acceptable. Il le rend simplement invisible, difficile à détecter et quasiment impossible à désactiver. Pourtant,
Dans le débat public, une question essentielle reste à peine abordée. Qui contrôle cette infrastructure? Qui crée les algorithmes, alimente les bases de données, fixe les critères? Et surtout, qui contrôle les contrôleurs? La réponse ne va pas vous convaincre. Ce n'est pas l'Union européenne. Son développement est externalisé à des entreprises privées, ce qui crée un marché captif de la surveillance numérique. On retrouve ainsi Phone, soutenu par Amazon, Google et Microsoft, PhotoDNA, conçu par Microsoft, Safer, ainsi que les technologies internes de Google. Toutes ces solutions sont propriétaires, non auditées et imposées sans véritable débat démocratique. Cette privatisation du contrôle des communications soulève donc des questions vertigineuses. Ces entreprises conçoivent leurs algorithmes selon leurs propres critères, dans la plus totale opacité. Code source fermé, méthode non publiée et taux de faux positifs inconnus. Malgré cela, leurs décisions automatiques peuvent déclencher des enquêtes pénales, des perquisitions, voire des interpellations. Pour bien mesurer la portée concrète de ce risque, prenons l'exemple d'iOS et d'Android. Apple et Google, qui contrôlent l'immense majorité du marché mondial des smartphones, pourraient déployer ces scanners via une simple mise à jour du système d'exploitation. Les mouchards s'installeraient alors sur des milliards d'appareils, sans notification, sans consentement et sans contrôle. Et contrairement à ce qu'affirment les défenseurs du dispositif, l'utilisateur n'aurait ni indicateur, ni option de désactivation, ni véritable transparence. Dès lors, pourquoi Apple et Google freinent-ils? Enfin, du moins en apparence. Pas par un soudain amour de la vie privée, mais parce qu'ils savent qu'une brèche ouverte en Europe serait immédiatement revendiquée ailleurs, que ce soit en Chine, en Russie ou en Iran, et exigerait à leur tour le même accès. Ils savent aussi que leur image de marque, et donc leur modèle économique, repose sur la confiance. Si leurs appareils deviennent officiellement des outils de surveillance, une hémorragie d'utilisateurs vers des systèmes alternatifs est à prévoir. Mais cette résistance a ses limites. Face à une législation contraignante adoptée par l'Union européenne, donc un marché de 450 millions de consommateurs, même les géants du numérique pourraient finir par céder. Ils pourraient alors publier des versions spéciales Europe de leur système d'exploitation, nativement équipés des outils de surveillance exigés par la loi européenne. On assisterait à une fragmentation technique continentale qui ferait de l'Europe un laboratoire grandeur nature de la surveillance de masse. Pourtant, Chat Control n'est que la partie émergée de l'iceberg. En juin 2025, la Commission européenne a dévoilé sa vision de l'avenir du chiffrement dans un document à l'intitulé apparemment inoffensif « Feuille de route pour un accès légal aux données ». Derrière ce nom discret se cache une ambition beaucoup plus vaste. Le texte ne vise plus seulement les communications futures. Il veut rendre déchiffrable l'ensemble de nos données numériques, qu'elles soient passées, présentes ou à venir. L'objectif est clairement assumé. Europol doit disposer d'ici 2030 de capacités de déchiffrement de nouvelle génération. Concrètement, la feuille de route prévoit de financer des supercalculateurs capables de casser les chiffrements actuels, d'accélérer la recherche en cryptanalyse avancée et surtout de contraindre les entreprises à affaiblir leur propre système de sécurité. Autrement dit, la Commission ne veut plus contourner le chiffrement. Elle entend l'éroder à la source en imposant des failles, afin qu'aucune donnée ne puisse échapper au regard des autorités lorsqu'elles en font la demande. Cette stratégie repose sur plusieurs leviers techniques. Le premier, c'est le retour de la conservation généralisée des données de télécommunications, déjà jugée illégale à plusieurs reprises par la Cour de justice de l'Union européenne, que l'on tente de réintroduire sous couvert d'un cadre conforme aux droits fondamentaux. Deuxième levier, l'interception légale transfrontalière, qui permettrait à la police d'un État membre d'espionner les communications dans un autre sans validation d'un juge local, portant ainsi atteinte à la souveraineté judiciaire. Troisième levier, la montée en puissance de la criminalistique numérique, avec le déploiement de malware à distance exploitant des failles connues pour infiltrer les terminaux, mais cette fois légalement. L'ensemble de ces mesures convergent vers un objectif explicite, la normalisation. Ce qui était exceptionnel deviendrait la règle, ce qui relevait d'opérations ciblées serait désormais automatisé, industrialisé, banalisé. Plusieurs États membres l'ont d'ailleurs déjà compris et s'y préparent activement. La France, aujourd'hui parmi les soutiens les plus actifs de Chat Control, a pourtant déjà tenté, et échoué, d'imposer un dispositif équivalent sur son propre territoire. En mars 2025, dans un projet de loi contre le narcotrafic, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, proposait un accès direct aux messages chiffrés de WhatsApp ou Signal. Ce n'était pas, disait-il, une backdoor au sens strict du terme, mais une front door. Duplication de chaque message vers un tiers autorisé, donc autrement dit vers l'État, et donc un véritable participant fantôme dans vos conversations privées. La mesure a déclenché un tollé, donc experts en cybersécurité, associations et députés ont dénoncé une faille déguisée qui affaiblirait le chiffrement pour tous. Le dispositif a finalement été rejeté, et d'ailleurs Bruno Retailleau avait finalement reconnu qu'il ne passerait pas. Mais ce que la France n'a pu obtenir seule, elle pourrait bientôt l'obtenir par Bruxelles. Si Chat Control est adopté, plus besoin de débat national. Il suffira de dire « Oui, mais bon, c'est la loi européenne, on est obligé de l'appliquer ». La mesure écartée au nom des libertés fondamentales reviendrait par la fenêtre, sans coup politique intérieur. Feuille de route
pour un accès légal aux données, donc c'est un intitulé anodin, un contenu alarmant. Mais le texte promet des solutions innovantes pour concilier sécurité et droits fondamentaux. On nous vend l'oxymore d'un chiffrement affaibli qui resterait protecteur, ce qui revient à percer finalement un trou dans un coffre-fort tout en garantissant qu'il reste inviolable. La promesse relève du mensonge drapé de novlangues bureaucratiques, d'autant plus inquiétant qu'il émane du cœur des institutions européennes. L'arsenal envisagé pour briser le chiffrement reprend des méthodes réservées jusqu'ici aux services de renseignement militaire et les étend à une application civile, généralisée et industrielle. Parmi elles, par exemple, le key escrow, ou séquestre de clés, c'est-à-dire obliger chaque fournisseur de services chiffrés à conserver une copie des clés de déchiffrement de ses utilisateurs. Cette technique, qui a été abandonnée dans les années 90, après les crypto wars américaines, refait surface sous une forme plus insidieuse. Et elle repose pourtant sur une promesse intenable, garder des clés ultra sensibles, donc les clés de chiffrement de nos messageries, de nos téléphones, en sécurité absolue. Alors l'histoire de la cybersécurité n'est qu'une succession de fuites massives. Bases de données, identifiants, infrastructures critiques, les secrets industriels de Naval Group ont déjà fini dans la nature. Donc que se passerait-il si les clés de déchiffrement de millions d'Européens étaient compromises? On ne parlerait plus d'atteinte à la vie privée, mais d'un désastre touchant l'ensemble de nos communications numériques. À cette fragilisation du chiffrement s'ajoute une autre menace, le contournement matériel et logiciel. Il ne s'agit plus seulement d'intercepter les messages, il s'agit d'obliger les fabricants eux-mêmes à introduire des portes dérobées directement dans les processeurs, dans les systèmes d'exploitation ou dans les firmware. Grâce à ces backdoors, les autorités pourraient accéder à distance à n'importe quel terminal, lire les données, activer caméra, micro ou géolocalisation. Chaque smartphone deviendrait un mouchard potentiel, chaque ordinateur un cheval de Troie étatique. Une question évidente se pose alors. Qui peut garantir que ces failles ne seront exploitées que par des autorités légitimes? Mais rien en réalité. Dès qu'une faiblesse existe, elle est réutilisable par un État tiers, un groupe criminel ou un régime autoritaire. Une faille reste une faille. Une fois ouverte, elle est exploitable par tous, y compris par ceux que l'on prétend combattre. La collecte n'est pourtant qu'une étape. Vient ensuite le traitement automatisé par intelligence artificielle, censé extraire des signaux faibles de criminalité à partir de masses de données. Entraînés sur des bases policières opaques, ces algorithmes prétendent anticiper les menaces, reconstituer des réseaux, identifier des comportements suspects. Mais ils fonctionnent comme des boîtes noires. On ignore leurs critères réels, leur biais d'entraînement ou la logique de leur corrélation. Résultat, des faux positifs en cascade, capables de déclencher perquisition ou interpellation sur la foi d'une probabilité calculée par une machine, qui, elle, n'assume aucune responsabilité pénale. Bienvenue dans l'ère de la justice prédictive, moins fondée sur des faits que sur des scores algorithmiques. Derrière les discours rassurants sur la protection de l'enfance, c'est en réalité un écosystème opaque qui se met en place où intérêts privés, agenda politique et ambitions industrielles s'entremêlent. La surveillance de masse n'est pas seulement un projet de société, c'est aussi un marché colossal. Prenons le cas de Thorn, l'organisation cofondée par l'acteur Ashton Kutcher. Officiellement ONG de défense des enfants, elle vend en pratique des technologies de détection déjà intégrées par les grandes plateformes. Son lobbying à Bruxelles conduit, main dans la main avec la commissaire Ylva Johansson, vise à rendre ces outils obligatoires. Si l'Union européenne y parvient, Thorn et ses partenaires, Amazon, Microsoft, Google, hériteraient d'un quasi-monopole sur un marché captif de centaines de millions d'utilisateurs. Ainsi, le programme présenté comme une avancée humanitaire se double d'une formidable opportunité commerciale. La frontière entre protection et prédation n'a jamais été aussi mince. Ce glissement soulève des questions lourdes. Des entreprises privées, guidées par la recherche du profit, leurs biais technologiques et leurs objectifs stratégiques, se voient confier des prérogatives régaliennes. Contrôle, surveillance, signalement. Leurs algorithmes deviennent ainsi des instruments de police automatisés. Google, de son côté, peaufine depuis des années des systèmes d'analyse comportementale et de détection prédictive, taillés pour l'architecture de chat control. Nourris par les données de milliards d'utilisateurs, ces modèles pourraient devenir de nouveaux outils de profilage policier. La question cesse alors d'être seulement éthique ou démocratique. En sous-traitant sa surveillance à de tels géants américains, l'Europe organise sa propre dépendance stratégique. Placées sous droit états-unien, ces entreprises sont soumises au Cloud Act. Washington pourrait donc exiger l'accès aux données collectées sur des citoyens européens. Autrement dit, sous couvert de protéger l'enfance, l'Union risque d'ouvrir une brèche dans sa souveraineté numérique et de livrer discrètement les clés de la surveillance à des puissances extérieures. L'argument de la protection des enfants fonctionne ici comme un chantage moral. Qui oserait refuser une mesure présentée comme indispensable aux plus vulnérables ? Pourtant, derrière cette rhétorique émotionnelle se cache une réalité technique fragile et profondément problématique. D'abord, l'efficacité réelle de ces dispositifs est largement surestimée. Les études disponibles montrent qu'environ 80% des signalements générés par les algorithmes sont des faux positifs.
4 fois sur 5, ils se trompent. Des photos de famille à la plage sont confondues avec du matériel pédopornographique. Des échanges d'adolescents sont interprétés comme du grooming. Du contenu éducatif passe pour illicite. Cette avalanche d'erreurs ne fait pas qu'encombrer les services de police. Elle installe un climat de suspicion permanent où toute action ordinaire peut transformer un citoyen en suspect algorithmique. Nous ne sommes plus présumés innocents, mais potentiellement coupables jusqu'à preuve du contraire. Ensuite, le paradoxe est flagrant. Les vrais criminels savent déjà contourner ces systèmes. Un pédocriminel, un tant soit peu aguerri, peut chiffrer ses fichiers avant envoi, utiliser des canaux alternatifs ou modifier légèrement les images pour déjouer les détecteurs. Les méthodes sont documentées et aisément accessibles. Les personnes véritablement coincées sont donc les citoyens ordinaires qui n'ont rien à se reprocher mais tiennent à leur vie privée et qui se retrouvent exposés à une surveillance qu'ils ne comprennent pas, ne peuvent vérifier ni désactiver. La commissaire européenne, Ylva Johansson, a, sans vraiment s'en rendre compte, résumé tout l'enjeu de ce bras de fer. Les défenseurs de la vie privée font beaucoup de bruit, mais il faut aussi que quelqu'un parle au nom des enfants. Et cette phrase oppose deux valeurs qui ne devraient jamais l'être, la vie privée et la protection de l'enfance, et installe un faux dilemme qui trahit une méconnaissance profonde des fondements démocratiques. Car la vie privée n'est ni un luxe de délinquants, ni une coquetterie de hackers. C'est une liberté fondamentale qui protège la liberté d'expression. Les lanceurs d'alerte, les journalistes, les avocats, les victimes, les militants et les opposants politiques. Bref, tout ce qui garantit que l'État ne peut pas tout voir, ni tout contrôler. S'opposer à Chat Control ne revient donc pas à refuser de protéger les enfants, mais à refuser de le faire au prix de la vie privée de 450 millions d'Européens, alors que d'autres méthodes à la fois plus efficaces, plus ciblées et plus respectueuses des droits existent déjà. Il suffirait simplement déjà d'investir massivement dans les unités d'enquête spécialisées, de renforcer une coopération encadrée avec les plateformes numériques fondées sur les signalements manuels, les détections internes non invasives et les réquisitions ciblées validées par un juge. Et de miser aussi sur la prévention. Former durablement enfants, parents et enseignants aux risques, aux signaux d'alerte et aux bonnes pratiques, tout en mettant en place des outils agissant du côté des victimes. Meilleurs filtres, par exemple, canaux de signalement renforcés, accompagnement psychologique et des solutions de vérification directement dans les écoles. Renforcer la sécurité par la surveillance revient au contraire à fragiliser les protections collectives, puisqu'on expose l'ensemble de la population à un contrôle permanent sans empêcher les criminels aguerris de passer entre les mailles. Dans un tel schéma, ce ne sont pas seulement les droits des suspects qui basculent, c'est l'architecture même de l'état de droit. Les conséquences dépassent largement la seule question de la vie privée. Affaiblir volontairement le chiffrement fragiliserait toutes les communications, car les failles imposées à des fins policières seraient exploitées par des cybercriminels ou des régimes autoritaires, rendant la sécurité numérique illusoire. Sur le plan économique, les entreprises européennes de cybersécurité se retrouveraient prisonnières d'une contradiction. Comment vendre une protection robuste quand la loi les oblige à intégrer des portes dérobées? La perte de confiance entraînerait une perte de compétitivité, jusqu'à marginaliser tout un secteur stratégique. Installer une infrastructure de surveillance de masse, c'est donc bouleverser l'équilibre déjà précaire de l'écosystème numérique européen. Les effets de cascade pourraient se révéler dramatiques pour nos droits, notre sécurité et notre économie. Les services de messagerie sécurisés qui avaient justement choisi l'Europe après les révélations Snowden, pour son attachement aux droits fondamentaux, menacent désormais de partir. Signal prévient qu'elle quitterait le continent plutôt que d'intégrer des outils de surveillance. Proton Mail, Tuta et d'autres suivraient sans aucun doute. L'Europe se tirerait ainsi une balle dans le pied en détruisant l'écosystème de protection de la vie privée qu'elle avait contribué à faire émerger. Au-delà des aspects techniques ou économiques, les conséquences sociales et politiques sont peut-être les plus profondes. Une surveillance généralisée, même automatisée, modifie les comportements. Savoir que chaque message, chaque photo, chaque conversation peut être analysée crée un effet de refroidissement. On s'auto-censure, on évite certains sujets, on pèse ses mots. La liberté d'expression ne s'éteint pas d'un coup, elle s'érode en silence. Pour certaines professions, l'environnement devient tout simplement incompatible avec leur mission. Comment un avocat garantit-il la confidentialité de la défense de son client si leurs échanges sont analysés? Comment un médecin assure-t-il le secret médical en téléconsultation? Comment un journaliste protège-t-il une source ou un lanceur d'alerte? À travers ces exemples, c'est toute l'architecture de la démocratie qui peut vaciller. La vie privée n'est donc pas un confort personnel, c'est un outil de résistance, la condition même du lien de confiance, une garantie fondamentale dans tout état de droit. Face à l'offensive, des chercheurs, juristes, militants et ingénieurs défendent parfois, isolés, ces piliers techniques et démocratiques. Leur argument central reste inchangé. Affaiblir le chiffrement, affaiblir la sécurité de tous en permanence. Cette vérité technique, répétée depuis des décennies par les cryptographes, se heurte toutefois au fantasme politique d'un monde sans zone d'ombre. Même le secteur technologique est divisé. Apple affiche une résistance de façade, mêlant principes et intérêts commerciaux,
tandis que Microsoft ou Google collaborent déjà largement avec les autorités et voient dans leur surveillance un marché prometteur. Cette fracture affaiblit la riposte collective. Du côté de la société civile, des organisations comme Electronic Frontier Foundation, Access Now, EDRI ou la Quadrature du Net alertent sans relâche, publient, interpellent et saisissent la justice. Mais leur voix peine à percer dans un débat dominé par l'émotion et la rhétorique sécuritaire. Sur le terrain, pourtant, des alternatives émergent. Il y a beaucoup d'outils décentralisés que vous connaissez peut-être déjà, des réseaux anonymes ou des systèmes résistants à la censure. Et il existera toujours des moyens de se soustraire à la surveillance. Et nous serons toujours là pour les expliquer ou comment les utiliser. Toutefois, ces solutions restent marginales et risquent de devenir illégales si les textes actuels sont adoptés. Nous sommes à un tournant historique. Les prochains mois façonneront la société numérique pour des décennies. Allons-nous accepter de vivre dans un monde où chaque message est scruté, chaque comportement analysé, chaque écart signalé ? Ou saurons-nous défendre les principes techniques, juridiques et éthiques qui garantissent encore nos libertés numériques? La bataille ne fait que commencer. Le Danemark, qui assure la présidence du Conseil de l'Union, a érigé Chat Control en priorité et vise un accord des États membres dès octobre 2025. Le terrain glisse déjà. Des pays jusque-là sceptiques changent de cap. La France, autrefois réservée, affiche maintenant un soutien en substance, mais qui est en réalité un soutien très affirmé. Tandis que l'Allemagne, dernier rempart, hésiterait encore. Si ces projets aboutissent, l'Europe deviendra le premier laboratoire de surveillance de masse sous régime démocratique, et d'autres régions suivront. Ce qui se joue dépasse largement une simple loi. C'est un modèle de société. Il est encore temps de dire non, mais le temps presse. L'histoire le montre, les pouvoirs de surveillance, une fois accordés, ne sont jamais restitués. Ce qui était présenté comme exceptionnel se banalise, s'étend puis devient la norme. La lutte contre la pédocriminalité se transformera demain dans une lutte contre la désinformation et peut-être s'instaurera comme une forme de censure. C'est maintenant qu'il faut agir. Dans un monde placé sous surveillance totale, dissidence, créativité et liberté s'étouffent. Il ne subsiste que la conformité et la peur. La question n'est pas de savoir si nous voulons protéger les enfants. Nous le voulons tous. La vraie question est, quel monde voulons-nous leur laisser? Un monde imparfait mais libre, où la vie privée demeure un droit, ou un monde prétendument sûr, automatisé, contrôlé, où chacun vit sous un regard permanent? Le choix nous appartient encore, mais pour combien de temps?